Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner les figures chartistes. Alors, c'est la partie 2. Il existe une première vidéo sur la chaîne que je vous invite à aller regarder avant celle-ci, qui concerne donc les figures chartistes, mais partie 1. Alors, il reste pas mal de choses à voir en termes de figures chartistes, donc je ne sais pas encore si cette vidéo va comprendre tout le reste des figures chartistes ou s'il y aura un troisième volet. Alors, je vais juste repasser en revue rapidement ce qu'on avait vu dans la première vidéo, juste pour rappel. Et puis, je crois que bon, ça fait un moment que je retravaille dessus et il me semble qu'à un moment donné, j'avais mis quelques petites mises à jour pour vous montrer un peu l'évolution de une ou deux actions. Euh, donc, on avait vu le principe de la balançoire, le double bottom, on avait regardé Intel, donc là il n'y a rien à redire, le double top, ici non plus, il n'y avait rien à redire. Ici au niveau de Apple pour le double top, ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait ici une zone. Donc cette zone-là, bon, je suis désolé, hein, ça fait très très longtemps qu'il faut que je la fasse cette vidéo. Depuis, ça a vachement évolué. Mais par rapport à ce double top possible ici, vous allez voir que donc vous aviez la possibilité de trader la cassure de cette zone oblique de support. Eh bien, malheureusement, celle-ci a été cassée, mais on n'a pas atteint la ligne de coup qui se trouve ici, hein. Si je reviens sur la zone précédente, vous avez ici la ligne de coup du double bottom, qui est un premier objectif, et ensuite avec la cassure, vous avez comme objectif donc le principe de la balançoire ou le principe de report de range, c'est-à-dire prenez la hauteur ici de ce range, donc de cette consolidation horizontale, et vous la projetez dans le sens de la cassure. Donc ici, c'était un double, pardon, il était ici, donc on n'a même pas cassé la zone en réalité, donc on n'est pas rentré en position normalement sur celui-ci. Vous avez un double top avec ce sommet-là et ce sommet-là qui n'a pas été validé, et vous avez ce qu'on appelle un double top décalé, donc légèrement décalé. Donc ça, il faut que vous fixiez une règle par rapport au pourcentage de décalage dans ce cas-ci à la hausse, pour que ça puisse encore être un double top décalé. Si vous avez plus de 50%, bien entendu, c'est plus un double top, hein, c'est presque un haut de canal ascendant. Ici, si vous tracez l'oblique bleu, la parallèle, vous avez 50% de cette hausse-là en plus au-dessus. C'est quasi, en fait, le travail d'un canal. Donc ici, on a cassé la ligne oblique, mais on n'est pas allé rechercher, donc comme je vous le disais, la zone ici. Et ensuite, bon, on a stagné et puis on est allé invalider tout ça. Ensuite, on a vu le triple bottom, donc là il n'y avait rien au niveau de l'évolution, le rounding bottom, rien non plus au niveau de l'évolution, le rounding top, le V bottom, donc là on est allé voir sur le graphique en direct, l'épaule tête épaule, donc là il n'y avait rien non plus comme mise à jour, ici non plus. L'épaule tête épaule inversée, donc là pour Cisco, donc là je sais qu'il y avait une mise à jour, donc on avait cette épaule, tête, épaule ici. Donc on était allé retracer ici, retravailler la zone de la ligne de coup, puis on avait rebaissé. Qu'est-ce qu'il y avait eu ensuite? Eh bien, on l'avait invalidé, hein. Vous voyez ici la zone de la ligne de coup de l'ETEI, donc de l'épaule tête-épaule inversée, n'avait pas fonctionné. Ah, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas sur le graphique, je voulais zoomer. Normalement, on rentre à la cassure ici de cet oblique là, ou pour les plus téméraires, vraiment sur la zone de l'épaule droite. Donc là, on avait au moins notre premier objectif d'atteint et potentiellement une mise à BE. Donc la baisse qui est ici n'aurait pas dû, d'un point de vue de notre money management, quand on travaille ce type de figure chartiste, n'aurait pas dû nous coûter entre guillemets de l'argent, mais nous rapporter juste un très faible bénéfice.
Alors, ici, qu'est-ce qu'il y avait ensuite pour Cisco? Voilà, c'était, vous aviez ici un V-bottom, donc de nouveau cette zone qui fait la ligne, de coup pour le V-bottom et derrière, en fait, vous avez une résistance sur cette zone et puis, on retrace assez, profondément. Donc choisissez entre, tasse avec anse profonde ou double bottom décalé, donc un double creux légèrement décalé. Vous voyez qu'il n'y a pas plus de 50 ici de, différence. Hem et donc, bah, ici, à la cassure de cette oblique-là, et bien, vous aviez la possibilité de rentrer en position. Donc dans cette zone-ci, si ce chandelier-là, qui est un marteau inversé, ne vous plaisait pas, vous pouviez attendre un ou 2 chandeliers supplémentaires pour voir, si la tendance haussière allait continuer. Donc vous pouviez rentrer ici au niveau des 39, vous mettre un stop, ici en dessous et puis laisser, courir jusque, normalement la zone bleue, qui est là. Donc, qu'est-ce qui s'est produit, après? Eh bien, vous voyez que, on a stagné un peu, on est allé chercher la zone bleue ou, la première zone ici de, qui est plutôt cette ligne de zone de coup, pour, la tasse avec anse ici. On a buté dessus, on a retracé et puis là, on est reparti, on a fait un throwback dessus et puis on est allé chercher, les objectifs. Donc le premier objectif, c'est, si, la ligne de coup se trouve là, le deuxième objectif, c'est si la zone de coup se trouve ici. Donc voilà, vous aviez une zone, hem, ou non pardon, c'est, vous avez 2 zones pour les tasses avec anse. Ça fait longtemps que je l'ai repréparé donc, vous prenez ici votre plus bas, votre zone de coup et vous tracez, vous avez votre amplitude 100 et vous prenez celle-ci, vous la retracez et vous avez votre deuxième amplitude 100 et vous avez votre zone de prise de profit. Donc ça, c'était un setup qui avait très, très bien, fonctionné puisqu'on rentrait à 49. On avait une première sortie dans la, pardon, on rentrait, ouais, je vais retourner sur l'autre, je l'avais déterminé ici, donc on rentrait à 39, pardon et vous alliez décidément, vous alliez rechercher un premier objectif ici autour des 49, donc vous aviez, 10 € de hausse et puis, vous aviez, 62-64, voilà, on va dire 63. Donc, vous aviez 24, € ici de, enfin ce sont des dollars, hein, Cisco, pardon, hem, d'objectifs. Donc par rapport à 39, ça vous faisait un très beau pourcentage d'évolution. Ensuite, on était arrivé au, triangle. Donc ça c'est, on commence ici la partie 2, heu, des figures, chartistes. Alors vous avez différents, différentes formes, de triangles. Donc vous avez ce qu'on appelle les triangles ascendants. Donc ce sont les triangles qui vont, monter et donner une poursuite, de, la hausse. Donc c'est-à-dire que vous venez ici à la hausse, vous latéralisez dans cette figure qu'on appelle une figure de compression ou d'accumulation. Vous voyez qu'ici il y a, une borne horizontale haute, donc à chaque fois, donc c'est-à-dire que dans le carnet d'ordre ici, dans cette zone-là, vous avez beaucoup, de positions à la vente et donc bah, ça fait refluer le marché une première fois. Les acheteurs retravaillent la zone, ils sont pas assez forts, on rebaisse. Là, on remonte et on fait un plus haut qui est plus haut que le précédent, donc ça c'est intéressant. Donc ça montre que les acheteurs, établissent des zones entre guillemets de support, où ils sont présents, plus rapidement et donc on revient buter de nouveau sur cette zone de résistance. On commence à vider, le carnet ici, mais on n'est pas encore suffisamment fort que pour le vider complètement et passer outre et donc là les acheteurs, donc les vendeurs n'arrivent plus à repousser suffisamment fort et là vous sentez qu'il y a une compression, donc la force entre les 2, entre les vendeurs et les acheteurs, s'équilibre et puis les acheteurs prennent la main et dans plus ou moins un gros 60 des cas, eh bien, vous avez la cassure et une reprise de la tendance haussière derrière. Alors, vous avez la même chose, mais en termes de triangle descendant, et là, la psychologie est inversée. C'est donc les acheteurs qui font une grosse barre de support et les vendeurs qui travaillent la zone et qui poussent de plus en plus fort pendant que le carnet d'ordre ici, c'est-à-dire que les acheteurs s'épuisent et puis vous avez une rupture par le bas. Vous avez ensuite ce qu'on appelle des triangles symétriques.
Donc ici symétrique de sommet et symétrique de creux, donc à nouveau c'est par rapport à la tendance précédente, de sommet parce que la tendance précédente est haussière, puis on a une cassure haussière et une poursuite de la tendance dans à nouveau plus de 60% des cas et dans un petit 55% des cas ici pour les triangles symétriques de creux, une poursuite de la baisse. Et donc là la psychologie c'est plus ou moins la même chose sauf que eh bien, la résistance supérieure ou inférieure est oblique et vous avez une forme symétrique qui apparaît et donc la ligne ici que vous pouvez tracer et qui part de ce point-là est ce qu'on appelle l'apex du triangle. L'apex de ce triangle-ci, c'est la ligne horizontale supérieure ou la ligne horizontale inférieure, tandis qu'ici, c'est une ligne intermédiaire et généralement c'est une zone de polarité chartiste à l'intérieur du triangle. Donc parfois, il peut être pas aussi beau, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la symétrie qui est décalée vers le haut, la symétrie qui est légèrement décalée vers le bas, sans pour autant avoir une ligne horizontale. Alors, donc vous voyez, hein, il y a encore pas mal de choses à voir. Hop là. Alors, si on prend un peu le détail pour les triangles ascendants, et je vous laisserai faire le parallèle pour les autres formes, euh, eh bien, ce qu'il indique ici, c'est que la sortie se fait à 2 tiers en moyenne, à 2 tiers de la longueur du triangle qui est tracé avec les obliques. Donc ici, vous avez l'oblique horizontale, vous avez l'oblique, pardon, vous avez la ligne horizontale, vous avez l'oblique ascendante et la jonction entre les deux. Et bien, quand vous divisez ça, entre guillemets, le break se fait aux 2 tiers de cette distance. Très souvent, et c'est pas indiqué ici, mais vous avez un pic important dans la zone de la fin, donc de la jonction entre les deux. Très souvent, ça marque le point haut qu'il y a après le triangle. Il faut savoir aussi que en étude héliotiste, donc le principe des vagues d'Elliott, il faut savoir que le triangle arrive toujours dans l'avant-dernière structure de prix. C'est-à-dire qu'après, vous avez soit une vague 5, et donc qui termine un cycle haussier, donc vous avez une correction, soit vous avez une vague B ou X, et donc derrière, vous avez encore une structure qui continue entre guillemets à la hausse et après c'est une reprise baissière. Donc et très souvent vous allez regarder dans une zone, hein, bon c'est approximatif, mais vous savez qu'à partir de là vous devez faire attention aux éléments qui sont repris ici au niveau des prix, au niveau de vos indicateurs éventuellement, pour savoir si ça annonce une fin de hausse et une correction à venir. Donc vous avez 62% de cas de sortie haussière, 75% de continuation haussière, c'est-à-dire que vous avez une véritable continuation haussière derrière et pas simplement une petite hausse et puis entre guillemets un faux break et une invalidation. Vous avez 60% de throwback et ou 50% de pullback et la sortie aux 2 tiers de la figure. Ensuite, vous avez donc les mêmes, les mêmes éléments pour le triangle descendant. Et là, vous voyez que le graphique est un peu plus complet. Vous voyez qu'il dessine déjà l'objectif ici. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'objectif pour l'ascendant. Ici, donc, vous prenez la hauteur entre la base du triangle ici et vous la reportez au-dessus et vous avez votre objectif. Vous pouvez également tracer la parallèle de l'oblique inférieur par rapport au point de départ du triangle pour vous donner la borne haute d'un canal ascendant. Hein. Et donc vous avez pour objectif la distance qui est ici et ou la touchette avec le haut du canal. Vous avez la même chose ici, mais avec le bas du canal et le bas de la parallèle que l'on peut tracer ici. Et de nouveau la même distance X qui se trouve là. Alors, comment on entre aussi dans un triangle? Si je dois travailler un triangle héliotiste, eh bien, celui-ci est pas correct. Pourquoi? Parce que vous avez 5 temps dans un triangle héliotiste.
Donc vous arrivez ici, donc c'est le A, le B, le C, le D, et puis ainsi de suite. Non, non, pardon, je me trompe. Décidément, j'ai pas choisi le bon jour pour faire la vidéo, j'ai le cerveau embrumé. Donc le triangle héliotiste, pardon, donc vous avez premier point, donc ça c'est entre guillemets le point de départ, donc le point 0, puis vous avez 5 vagues dans le triangle, donc la vague A, la vague B, la vague C, la vague D. Normalement vous avez la remontée pour la vague E. En tant que trader des vagues d'Elliott, eh bien, on va shorter le sommet de la vague E et non pas le break de la ligne horizontale ici. En chartisme, malheureusement, tant que vous n'avez pas ces deux points-là, vous ne savez pas tracer votre oblique. Et donc, vous avez deux possibilités à nouveau. Les chartistes vont shorter la troisième touchette ou l'approche de la troisième touchette ici, ce qu'on fait en Elliott, puisque en Elliott, on attend cette dernière remontée avant de prendre position. Et on va mettre un stop très court ici au-dessus du sommet précédent. Pourquoi? Parce que si on vient à casser le sommet précédent, c'est que la structure en fait n'est pas un triangle et que donc notre scénario est invalidé. Mais en attendant le retour ici, donc la troisième touchette ou le troisième sommet, dans ce cas-ci, vous réduisez votre risque potentiel. Vous avez un premier objectif qui est potentiellement la ligne horizontale basse. Et moi, si vous avez le break, votre deuxième objectif, c'est toujours ici la distance en termes de figure chartiste. En Elliott, on va surveiller la structure impulsive baissière qui prend forme à partir du troisième sommet ici qui n'est pas dessiné. Si je retourne par exemple sur la figure de départ qui était plus intéressante, ici vous avez les trois sommets, c'est-à-dire qu'on va prendre un short ici, on va mettre un stop juste là, et ensuite on va déterminer donc en Elliott les 5 temps baissiers de la structure impulsive ou la formation d'un biseau descendant, comme on va le voir plus tard. En chartisme, vous n'avez pas le choix, entre guillemets, c'est réduit. Vous prenez la distance ici, vous mettez votre distance là et vous attendez d'arriver dans la zone de l'objectif, comme c'est repris sur cette figure-ci, par exemple. Même chose pour le triangle symétrique. Donc vous avez ici la zone intermédiaire. L'objectif, c'est vous prenez quoi? Vous prenez toute la hauteur ici et vous la reportez par rapport au bas ici à l'endroit de la cassure. Donc ne la reportez pas sur la borne haute dans ce cas-ci, mais bien sur la borne basse. Et vous pouvez tracer aussi votre oblique et en faire une parallèle. Normalement, c'est plutôt ici. C'est au départ du triangle. Donc là, le schéma est un peu biaisé. Ensuite, en termes d'exemple, vous allez me dire: «Ouh là là, l'exemple est vieux». Oui, effectivement, je l'ai pris il y a longtemps. Maintenant, Tesla fait plouf, 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 plouf jusqu'en bas. Donc ici, vous aviez un triangle que je surveillais à l'époque sur Tesla, et donc vous aviez le break du triangle qui se faisait ici. Donc moi, j'avais pris position plus bas. Et puis, bon, bref, ouais, j'avais pas été très courageux. J'étais sorti dans cette zone-là et finalement, j'ai loupé tout ça. Donc, enfin, bon, ça, c'est pour la petite histoire. Ça, c'est la partie psychologique du trade. Et donc, ici, vous aviez, quand vous travaillez en journalier, vous pouviez acheter cette zone-là avec les chandeliers d'hésitation ou travailler sur une unité de temps plus courte. Et vous pouviez acheter dans cette zone-ci, au mieux, voire celle-là pour les plus prudents. Et donc c'était un achat autour des 463 $. Vous aviez un stop loss de 70 $ plus ou moins, et vous alliez rechercher les objectifs à 126 $. Donc ça, vous faisiez un gain de 163 $ et donc un risk-reward de 2,3. Donc le risk-reward, pour rappel, c'est le potentiel de gain sur le potentiel de perte. Vous voyez que la structure, enfin le potentiel pouvait continuer beaucoup plus haut, hein. Donc c'est triangle asymétrique de creux, même principe que le précédent, sauf que la cassure se fait par le bas. Donc ici, c'était sur Alibaba.
Et donc là, je vous montre une petite variante. Pourquoi? Parce que vous avez la vague B ici qui est plus bas que le point de départ du triangle. C'est-à-dire que vous avez le A, le B, le C, le D et le E. Et donc, vous pouviez prendre position ici ou au break à ce niveau-là. Et donc là, vous avez le rapport perte sur gain potentiel qui se trouve ici. Vous voyez aussi que je vous ai mis le RSI. Bien souvent, quand vous travaillez un triangle, vous avez le RSI qui vous travaille également un triangle ou un range. Et donc, c'est intéressant de voir la cassure du RSI au même moment euh, que le triangle pour confirmer un peu le momentum de la structure. Vous voyez qu'ici, on a eu un pullback qui est venu rechercher l'oblique qui a été cassé et ensuite derrière on a décroché. Alors voilà, c'est ce que je vous expliquais au niveau Elliott. Eh bien, nous on va travailler des structures de prix et donc qui va pouvoir nous donner éventuellement la possibilité d'aller rechercher beaucoup plus bas des objectifs ou de laisser traîner entre guillemets une partie du trade beaucoup plus longtemps. Ce que ne feraient pas les chartistes puisque ils ont leur zone d'objectif, ils prennent leur TP sur les zones d'objectif et puis c'est terminé. Alors ici, on va commencer la partie des biseaux biseaux ascendants, descendants, ou ce qu'on appelle en Elliott les diagonales de terminaison. Et donc, vous voyez que ça bien noté également ici en 5 temps. Donc, en Elliott, on les travaille en 5 temps. Donc, c'est-à-dire que vous avez une première vague, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et à partir de la cinquième, si vous avez euh, ça sont des biseaux ascendants avec convergence, c'est-à-dire que vous avez un triangle ici. Vous en avez aussi avec divergence, donc c'est-à-dire que vous avez une sorte de porte-voix qui se dessine ici. Logiquement, on les voit plus tard. Alors, vous avez 18% du temps où vous avez ça est directement une continuation haussière. Je sais que le Dow Jones est friand sur les petites unités de temps de ce genre de figure-là. Pourquoi je le sais? Parce que, je me suis déjà fait souvent attraper, en shortant donc le haut de la vague 5, avoir le petit truc ici et puis boum, le décollage et d'ailleurs c'est très, très impulsif si vous avez ce type de figure-là et que, en fait le biseau est invalidé et bien derrière c'est une structure haussière très impulsive et donc, à ce moment-là, il faut être capable de retourner sa veste et hop, de repartir à l'achat direct. Ce qui est intéressant sur ce type de figure aussi, il faut bien faire attention que, la vague 5 ici doit être plus courte, que la vague 3 et la vague 3 doit être plus courte que la vague 1. Si la vague 5, vient à être plus longue que la vague 3 ici, eh bien, ce n'est pas un biseau, heu, ascendant, c'est une autre structure de prix. Parfois, vous pouvez avoir des sorties. Donc, c'est-à-dire que vous avez tracé votre oblique ascendante entre le point 1 et le point 3 et votre oblique ascendante basse entre le point 2 et le point 4. Et parfois, vous pouvez avoir les prix qui dépassent légèrement tout en restant plus petits en distance que la vague 3. Euh, Vous avez une échappée ou un soulèvement ici. Eh bien, lorsque vous avez la réintégration, ça c'est un très très bon signal euh, dans lequel vous pouvez rentrer en short par exemple ici et mettre un stop légèrement au-dessus de la mèche ou de la structure en chandelier japonais qui a soulevé l'oblique supérieur. Et là, vous avez une gestion du risque qui est très 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 bonne. Vous avez donc une première zone d'objectif qui est l'oblique basse que vous espérez bien entendu casser. Et puis l'objectif de cette figure en réalité c'est la zone horizontale ici qui correspond euh, à la vague 2. Et donc là on vous indique que dans 82% des cas vous allez avoir une sortie baissière. Dans 55% des cas vous allez avoir une continuation baissière. Vous pouvez avoir une sortie précoce à 60% de la distance de la base, donc à nouveau ici 60 et 40. Et vous avez 53% de pullback, donc c'est-à-dire le retour ici qui vient tester l'oblique basse avant de repartir à l'arrière, à la baisse, pardon. Alors, voici un biseau ascendant dans lequel vous avez un autre biseau
ascendant qui va terminer ici la structure. Et donc, vous aviez la possibilité de rentrer ici dans la zone haute ou au break à ce niveau-là. Et vous voyez que la zone qui a été recherchée, c'est bien la zone basse ici, qui est la vague 2 du biseau, qui a été recherchée ici. Alors là, en Elliott, c'est sympathique. Pourquoi? Parce que vous avez la vague 5 qui se termine ici en diagonale de terminaison. Donc nous, on a enfin, la sous-vague 5 ici. Et donc, on cherche un retracement en ABC chez nous. Donc on cherche un retracement en A, B et C. Et du coup, on sait que ici, si on a une grosse réaction des acheteurs sur cette zone, qui est en plus une zone mensuelle ici, puisqu'on est sur le pétrole en journalier, eh bien on sait que toute figure de retournement sur cette zone peut nous donner une zone ou un setup d'achat intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va travailler donc ici une vague 3, et la vague 3 est toujours la plus impulsive, et donc vous voyez que ici vous pouviez acheter le pétrole à 37 dollars, et vous savez que par la suite il est remonté quasi dans les 100 dollars. Donc c'était un très bon spot ici. Le Bitcoin en journalier, donc là vous aviez ici une diagonale de terminaison. Vous voyez, dans ce cas-ci, on ne va pas rechercher le contact avec l'oblique haute, et on vient breaker ici cette zone. Vous avez le pullback, et puis derrière on retrace. Donc vous voyez que la zone d'objectif, qui est celle-ci, a été recherchée à nouveau, et vous pouviez même aller rechercher le bas de la précédente zone de vague 4 ici en Elliott. Donc ceci était un range de prix qui pouvait servir d'objectif, et vous voyez que la zone haute, c'est quasi la zone basse du biseau ici, hein. Donc on est venu retravailler complètement cette zone basse-ci. Un autre exemple, donc sur le Dow Jones en horaire, vous aviez ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5 en diagonale de terminaison pour ceux qui pratiquent l'héliotisme. Euh, Vous aviez donc ici le bel avalement baissier horaire qui vous disait ok, c'est bon, je peux acheter le break en même temps de la diagonale basse. Vous aviez une vente, pardon, ici, un stop ici en haut, et vous alliez rechercher la zone d'objectif de prix ici. Donc vous avez eu le pullback qui pouvait faire peur. Par contre, voilà, si vous étiez mis à BE ici après avoir été recherché un objectif déjà dans cette zone-là, ou dans cette zone-ci par exemple, eh bien vous auriez été stoppé à BE. Si vous avez confiance en la structure et que vous laissez votre stop traîner juste au-dessus, même après avoir pris une première partie de vos bénéfices ici, eh bien, vous avez le potentiel d'aller rechercher le solde. Si, après il faut avoir l'habitude aussi, hein, de travail des structures de prix. Moi ici en Elliott, par exemple, après une vague 1 principale ou une vague A principale, hein, on ne sait pas, j'attends une structure correctrice au minimum en 3 temps. Donc là, vous aviez 1 temps, 2 temps, et donc là la remontée se fait en 2 temps. J'observe la formation d'un canal ascendant ici, enfin je sais plus le tracé, mais imaginez-le. Donc il passe par là, et vous avez le break sur ce chandelier là. Et bien pour moi, ça c'est un setup de renfort dans la baisse. Pourquoi? Parce que j'ai mon premier temps baissier, ma correction haussière, et puis je cherche mon troisième temps baissier pour faire ma structure de vague 2 en héliotisme. Ici, vous aviez également, si vous travaillez uniquement le chartisme, eh bien, vous avez ici un premier sommet. Vous remontez ici, vous êtes entré dans une zone de double top. Eh bien, derrière, vous travaillez la cassure d'oblique ici, ou de votre moyenne mobile ou autre, ce que vous avez mis, et c'est ce chandelier-là qui fera le break ici, ou le break du précédent plus bas, hein. C'est la première fois qu'on a un break du précédent plus bas ici. Et donc, je vais essayer de zoomer peut-être un peu pour vous ici. Et donc c'est la première fois qu'on a un potentiel retournement de tendance. Donc que ce soit, et là je vous renvoie à la vidéo sur la théorie de Dow, qui se trouve aussi sur la chaîne. Vous avez un nouveau plus bas qui est fait, et donc ça montre une envie
de changer de tendance, à court terme bien sûr, puisqu'on n'a pas fait un nouveau plus haut par rapport à celui-là non plus, hein. Donc ici, avec la loi de Do, on sait qu'on se trouve dans une structure de neutralité. Si je vous le fais rapidement, ben voilà, vous avez un plus bas, un plus haut qui est plus bas que le précédent ici, et un nouveau plus bas. Et puis on vient casser le dernier plus haut. Donc là, on était rentré en phase baissière. Ici, on l'invalide, mais comme on n'a toujours pas refait un nouveau plus haut, eh bien, nous sommes dans une tendance neutre. Donc ça vous pouvez donc du coup en déduire que vous avez la possibilité de travailler une structure de range. Et donc, cette zone-là est une zone importante avec le gap ici qui reste une zone de résistance. Et vous voyez, ici en plus, on avait fait un gap. Là, je mets un peu toutes les connaissances, hein, mais vous aviez un gap et puis derrière, il a été comblé. Donc ça aussi, c'est une marque de faiblesse. Deuxième fois, un gap et puis derrière comblé. Vous avez deux fois le même schéma. Vous avez une zone de résistance double top potentiel. En Elliott, on travaille potentiellement une vague B. Vous avez le break du canal haussier. Vous avez toutes les indications techniques pour vous dire ok, les probabilités sont dans mon sens. Je peux prendre un renfort à la vente ici et laisser mon stop au-dessus de ce plus haut là et aller rechercher au minimum ici la zone basse comme objectif, voire dans un premier temps le gap ici qui est resté ouvert et qui n'est pas comblé, qui est donc une zone de résistance importante. Surtout que ceci est ce qu'on appelle une île de retournement. Donc vous avez un gap qui est resté ouvert ici, vous avez une cotation qui se fait là, et puis hop, vous avez un nouveau gap là. Donc tout ça, c'est, si vous regroupez tout ça dans un chandelier unique, eh bien c'est ce qu'on appelle un bébé abandonné par exemple. Donc c'est-à-dire qu'il est tout seul, il n'y a personne au-dessus de chaque côté, il y a des gros gaps qui ne sont pas comblés. Et donc ça, c'est une structure de retournement. Donc vous montez ici, vous avez un premier gap d'accélération, un deuxième gap d'accélération qui, vous voyez, est de nouveau situé à la même zone. Et puis là, vous allez rechercher vos objectifs différents. Donc du double bottom, du canal descendant que vous auriez pu tracer ici. Alors ici, j'ai pris un peu le temps de zoomer un peu plus. Donc vous avez ici votre zone ici la zone horizontale d'objectif pour le biseau ascendant qui est là et qui est la structure chartiste que l'on travaille à la base. Vous avez ici, si vous prenez les extensions Fibonacci, donc cette amplitude-ci et cette amplitude-ci, vous avez la zone des 100% qui arrive aussi dans cette zone. Si vous tracez votre canal descendant ici, donc une ligne qui part de ce point haut là à ce point haut là, et vous mettez la parallèle ici, vous arrivez également dans cette zone là. Eh bien, vous regardez les éléments. Vous avez ici, en termes de chandelier japonais, ce qu'on appelle un double creux, donc une mèche. Donc, si vous allez sur des unités de temps plus courtes que le journalier, ici, vous allez voir un double bottom, ici avec ces mèches-ci. Vous allez voir sur votre indicateur, votre oscillateur, ici en dessous, vous allez voir un setup de divergence, c'est-à-dire que entre ce creux-là et ce creux-là qui est plus bas, vous avez un creux ici qui est plus haut dans un second temps au niveau du RSI. Et si vous travaillez les figures chartistes sur le RSI par exemple, vous avez ici une épaule, tête, épaule inversée avec zone de coup oblique. Vous avez ensuite un gap, donc vous avez ici votre structure chandelier japonais et vous avez de nouveau un gap donc qui reste ouvert comme ici mais beaucoup plus court. Vous avez ce qu'on appelle donc ici une île de retournement. Donc si vous n'aviez pas pris vos bénéfices pile poil sur la zone, et eh bien tout ceci devait vous alerter et vous deviez prendre vos bénéfices au pire en clôture de journée ici dans cette zone. Hop là, voilà, un zoom normal. Passons à la figure suivante. Donc voilà, c'est exactement la même chose, mais en descendant. Donc là, vous avez les statistiques pour ce biseau descendant. Vous avez ici un biseau descendant avec la vague 1, la vague 2, la vague 3 et la vague 4. Donc nous, on le trace comme ça en Elliott, hein, on tient compte des vagues. Et donc là, ici, vous avez une double zone haute, entre guillemets.
Hop, donc là vous avez, j'ai peut-être zoomé un peu trop. Hop, non, voilà. Ça c'est mon oscillateur personnel, donc le King Div. Donc moi il m'indique des setups de divergence déjà entre ce point-là et ce point-là, et encore une autre ici en bleu avec ce point-là. Donc voilà, c'est un setup ici qui est très intéressant. Pour entrer en position, et bien soit vous entrez sur la 5e vague ici, soit vous entrez à la cassure. Si vous entrez à la cassure, votre objectif est là, donc vous avez un risk reward de 1. Si vous entrez sur la zone là, eh bien vous avez un risk reward. Même à la clôture de ce chandelier rouge là, hein, vous avez une réaction qui se fait ici. Vous pouvez aller sur des unités de temps plus courtes dans ces cas-là, chercher des setups de divergence sur des unités de temps plus courtes, rentrer dans cette zone là, avoir un stop très court ici, et puis avoir un premier objectif là et un deuxième objectif là-bas. Ça, c'est la façon dont on travaille les entrées sur ce type de figure. Donc ici, on était en journalier. N'oubliez pas, quand vous voyez des figures comme ça aussi importantes en journalier, eh bien, il est très intéressant de descendre sur les unités de temps inférieures, comme l'horaire par exemple, ou le 15 minutes, pour travailler des setups sur les zones importantes et avoir des stops de très petite taille, et donc avoir un potentiel de gain très important. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les figures d'élargissement. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est exactement la même chose que les triangles ou les biseaux, sauf que au lieu d'avoir une convergence de vos deux droites, eh bien celles-ci divergent et elles s'écartent. Alors le principe est exactement la même chose, sauf que vous voyez que les vagues doivent être de plus en plus grandes et non plus de plus en plus courtes, comme dans les figures précédentes. Sinon, bah, eh bien, les objectifs sont exactement les mêmes. On va voir ça. Donc là, si vous avez l'élargissement symétrique, donc entre guillemets, on va dire l'opposé du triangle symétrique, vous voyez bien que les droites divergent. Vous avez toujours une zone chartiste de polarité centrale. Et bien, c'est en Elliott également, toujours 5 temps, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Vous pouvez avoir ici le petit pullback, puis la remontée. Donc en fait en Elliott c'est même ça, c'est le point zéro en fait. Vous avez la vague A, la vague B, la vague C, la vague D, et puis la vague E, on n'arrive pas à refaire des nouveaux plus bas, et puis derrière, boum, vous avez une explosion à la hausse. Vous voyez que les objectifs, vous avez premier objectif qui est la distance entre le point 1 et le point 2, que vous reportez ici par rapport au dernier sommet. Et le deuxième objectif, c'est la distance entre le point 5 et le point 4, que vous reportez toujours à la hauteur du point 5. Et donc vous avez deux zones d'objectifs ici. Donc là, c'était un élargissement symétrique de sommet. Donc vous avez la continuation haussière qui se poursuit derrière. Ici, bon, ils ont décidé dessiner un élargissement symétrique et de creux. Bon, je suis pas trop d'accord sur l'appellation. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait dû avoir une poursuite baissière. Donc, vous avez un certain pourcentage de cassure, d'invalidation par le haut dans ce cas-ci, mais théoriquement, vous devez avoir l'opposé. Donc, vous avez une tendance baissière ici, votre élargissement symétrique, et puis derrière vous devez avoir une cassure par le bas. Donc ici ils vous disent que dans 58% du temps, bah, il casse par le haut, donc c'est quand même important, et dans 42% il casse par le bas. Alors ce type de structures sont quand même relativement, enfin pas rares, mais pas évidentes à observer sur les graphiques, donc j'ai pas forcément toujours des exemples pour ce type de figure chartiste. Vous avez ici donc élargissement ascendant à angle droit. Et donc là, bah, vous voyez la cassure se fait dans ce cas-ci par le bas, donc c'est-à-dire par la zone horizontale, c'est-à-dire que ici les acheteurs butent, les vendeurs prennent la main,
ils arrivent sur une zone de support, entre guillemets, présence forte des acheteurs. Les acheteurs prennent la main, arrivent à faire un nouveau plus haut, mais les vendeurs défendent de nouveau cette zone et puis on retombe sur la même zone au niveau des acheteurs. Ils repoussent, on fait un dernier plus haut et puis là généralement on voit apparaître sur les oscillateurs des setups de divergence. Et puis c'est ce qu'on appelle en chandelier japonais un triple sommet. Et puis derrière, bon, bah, vous avez les vendeurs qui prennent beaucoup plus de force et donc ils viennent de plus en plus haut, ils viennent, ils appuient et bam, ils cassent le plancher qui était ici. Vous avez dans 70% un reflux acheteur et puis derrière une poursuite baissière. Dans 6% des cas, une continuation de la latéralisation et uniquement dans 24% des cas, une invalidation et une continuation due à la force des acheteurs. Ici, c'est l'inverse. Donc, vous avez une tendance haussière qui vient, sauf que vous avez non plus un plancher, mais un plafond. Et donc là, la psychologie est au niveau des acheteurs qui vont défendre des zones de plus en plus basses. Sur vos oscillateurs, vous voyez apparaître des setups de divergence. Et puis là, les acheteurs reprennent de la force. On a vidé le carnet d'ordre ici au niveau de cette zone de prix et les acheteurs viennent exploser cette zone de résistance. Biseau d'élargissement ascendant, même principe que les biseaux classiques, sauf que bah, vous avez des vagues qui sont de plus en plus hautes. On essaye toujours de rentrer ici sur le dernier sommet, observer des setups de divergence à nouveau ou des soulèvements de l'oblique supérieur. Prenez position dans cette zone-là, un stop très court, visez un premier objectif qui est la ligne de support oblique basse. Et ensuite, vous avez votre objectif de figure chartiste pour aller rechercher votre zone ici tout en bas. Alors en voici un. Bon, il n'est pas très joli, mais c'en est un. Donc vous avez une première vague, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Vous avez des setups de divergence qui sont présents. Vous pouvez, à la cassure de ce dernier plus bas, si prendre position. Alors ici c'est un peu délicat parce que la cassure se fait avec un chandelier d'hésitation. Donc moi j'aurais plutôt eu tendance à le prendre à la cassure de la mèche ici et donc à ce niveau-là. Donc ça fait déjà un risk-reward plus important, enfin moins bon pardon, puisque le stop, le risque à prendre, le stop est ici au-dessus, donc il est plus large que si vous l'aviez pris là. Et vous avez votre objectif qui se trouve ici, donc vous êtes légèrement supérieur à 1, donc c'est pas forcément l'idéal dans ce cas-ci. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Bon, non, on va terminer, hein, on va réussir à faire toute la vidéo en une seule prise. Vous avez le biseau d'élargissement descendant, même principe ici. Sauf que bah, vous avez une tendance haussière, vous avez un biseau d'élargissement descendant et boum, la cassure se fait à la hausse dans 79% des cas et dans 19% des cas à la baisse. Vous avez ce qu'on appelle les drapeaux. Donc ça ressemble un peu à ceci, sauf qu'au lieu d'avoir un biseau d'élargissement ou parfois on a aussi une diagonale, un biseau convergent ici en bas. Sauf que là, eh bien, vous avez des parallèles. Donc c'est un canal baissier, donc une pause dans le flux haussier ici. C'est ce qu'on appelle un drapeau. Vous avez ce qu'on appelle la hauteur du mât, donc c'est le bas de la tendance haussière précédente jusqu'au sommet que vous reportez par rapport au bas du drapeau et vous avez votre objectif théorique pour la figure chartiste. Alors ici, je vous en ai mis toute une série. Donc vous avez ici la hauteur du mât, le drapeau ou le fanion. Vous avez ici votre objectif, il a été atteint. Vous pouvez prendre position sur la zone basse une fois qu'elle a bien été identifiée euh, ou au break de la borne haute. Vous avez de nouveau
une hausse, une latéralisation, vous avez votre maquette ici, vous le reportez, votre objectif était là-bas, vous avez une hausse, vous avez déjà quelque chose qui ressemble plus à cette figure-ci. Hop, vous avez le break. Vous pouvez donc entrer en position soit sur la zone basse, soit au break ici, et puis vous pouvez reporter cette distance-là, là-bas, votre objectif était là, et vous voyez dans une tendance haussière, ce sont des types de structures qui vous permettent de prendre position et de prendre des renforts de manière systématique, ou de pouvoir gérer votre stop loss de type swing, donc c'est-à-dire que vous attendez la structure, hop, ça monte, on break, mon stop qui était là-bas en dessous, je le remonte ici en dessous, et je suis en gain par rapport au setup que j'avais pris là-bas en bas, par exemple. Les prix continuent de monter, on latéralise, et vous voyez ici, on a la cassure, on a le throwback, et puis hop, on pousse jusqu'à l'objectif, on latéralise, on break. Au moment où on break, le stop qui était là, hop, je le remonte ici, c'est ce qu'on appelle faire un stop suiveur, donc ou trailing stop en anglais. Ici, il n'y a pas de throwback, on part direct, boum, on refait la structure de consolidation, on break, mon stop qui était ici, je peux le remonter là, et ainsi de suite. Alors vous en avez d'autres après hein, qui sont moins visibles, comme cette petite zone de latéralisation ou comme celle-là, comme celui-là. Bon voilà, après il faut pratiquer un peu, elles ne sont pas toutes parfaites ou régulières non plus. Vous avez ici donc la version avec le biseau dont je vous parlais, le biseau descendant, avec la convergence et non pas la divergence, donc la porte-voix. Donc vous avez ici les setups de divergence au niveau de l'oscillateur, vous avez l'augmentation des volumes qui se fait au moment de la cassure, vous avez un gap à la hausse. Donc là vous êtes content d'être entré par exemple. Hop, si je zoome un peu ici sur cette structure en chandelier japonais sur la troisième touchette ici de la borne basse, qui est un avalement haussier ici. Donc vous pouviez rentrer là, avoir votre stop ici en dessous, et puis vous aviez une belle opportunité d'achat dans ce cas-ci et de beaux objectifs à aller rechercher. Et puis, vous aviez la possibilité d'aller rechercher cette zone-là complète. Et ici, donc c'est chevron. On va peut-être essayer d'aller chercher chevron pour voir un peu qu'est-ce qu'elle a fait. C'est laquelle? Chevron Corp All Session. Hop là. Je vais fermer tout ça pour que ça charge plus vite. Donc ici elle est en journalier. On va aller chercher le journalier. Hop là. Et ah bah c'est encore dessus. Je vais vous le mettre tout de suite. Hop là. Et voilà, donc qu'est-ce qu'elle a fait ici? Eh bien, c'est magique, c'est magnifique. Elle est allée rechercher sa zone ici. Donc on a fait comment? On s'en est approché ici. Bon, vous voyez, après, bon, je sais pas s'il y a eu réellement des mèches comme ceci. Chez des brokers qui ne sont pas CFD, ça c'est un broker CFD, donc bon bah voilà, il y a des mèches un peu dans tous les sens. Mais avec les variations qu'il y avait eu sur le pétrole sans doute à l'époque, bon voilà, pourquoi pas, mais ça me paraît quand même énorme. Ici, bah, c'était juste pour vous montrer qu'on était allé chercher tout simplement notre objectif pour continuer à travailler. Est-ce que je l'ai là? Non, bon bah, je vais le faire ici, donc de manière plus grande. Vous aviez ce massif, cet objectif-là. Vous prenez votre objectif, hop, hop, vous le mettez au plus bas. L'objectif des 100% était là. Vous voyez, vous alliez rechercher ici votre objectif également sur cette structure-là, qui est une structure d'aussi grande ampleur que celle-là en fait, hein. Donc vous voyez que le chartisme, parfois il faut être patient, mais ça marche relativement bien. En tout cas, c'est un bon taux de réussite suffisant pour pouvoir
faire des gains en trading. Ici, vous avez le double bottom avec cette mèche-là et cette mèche-là. Vous avez certainement un setup de divergence au niveau des oscillateurs et puis derrière vous êtes parti. Vous avez ici, si on continue, le schéma en porte-voix que l'on vient de voir juste avant. Vous voyez comme ceci et de même vous voyez que vous avez largement de quoi aller rechercher les objectifs. Si vous prenez les unités de temps plus courtes, vous avez un mât et vous avez la baisse ici, donc vous savez les travailler un peu partout. Ah bah je l'avais mis en fait, ah bah je sais pas. Bon voilà, bah on a fait plus de choses. Hop. Vous avez le drapeau au fanion, donc c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous avez juste le triangle ici qui est en plein milieu d'une structure baissière. Donc typiquement en Elliott, vous avez la vague A, la vague B en triangle et la vague C, et vous allez rechercher 100% de l'extension, comme c'est repris ici en termes des objectifs. Là. Alors, on a ça ici sur Tesla. Vous avez un triangle de vague 4. Vous prenez le point bas de votre mât, vous le reportez au dernier point du triangle, vous allez le rechercher. Pile poil, l'objectif a été atteint ici. Donc, c'est le triangle qu'on avait vu aussi tout à l'heure. Vous pouviez prendre position là. Vous avez un autre triangle ici qui va rechercher plus haut ce genre de choses. Je vais une fois aller rechercher Tesla pour voir un peu ce que je peux vous montrer de plus. Hop, sur Tesla, donc c'est du journalier. Oula, il m'a tout décalé, le petit bonhomme. Il m'a tout décalé. Qu'est-ce qu'on avait là? Donc on était arrivé à juin 2022. Juin 2022 ici. Donc bah non, à part le fait que l'action se soit fracassée après. Il n'y a pas grand chose d'autre à montrer. La seule chose que je peux, vous voyez, il m'a tout décalé ici dans les dessins. C'est pas grave. Donc vous aviez ici le triangle. Où est-ce qu'elle est? Le triangle héliotiste, donc vague A, vague B, vague C, vague D, et puis vous avez la vague E qui est elle-même un triangle en fait. Si je vous la dessine ici, hop, petit triangle ici. Donc le point qui termine le grand triangle, c'est celui-ci. Le point qui le commence, c'est celui-là. Donc vous pouvez aller. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il ne l'a pas pris. Le mât, vous reportez la distance ici et vous allez rechercher la zone des 100%. Alors ici, bah, vous pouvez travailler une zone de double top décalé ici, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude. Pourquoi? Parce que on va déterminer où est-ce qu'il est par rapport à cette zone-là. Vous allez déterminer ici une zone de demande des prix. Et vous voyez ici, à peu de choses près, on est allé la rechercher. Donc certains vont intervenir sur ce chandelier-là. Pourquoi? Parce que c'est quasi une couverture en nuage noir. Donc c'est-à-dire que bon, il y a tout petit gap. Après, il faudra aller voir le graphique cache, c'est pas CFD. Voir comment ça se passe ici. Vous avez une reprise de plus de 50% du chandelier suivant. Vous pouviez attendre le break du plus bas ici. Vous aviez votre zone de coup qui était là. Vous avez le break qui est là. On repénètre et puis bon, bah, c'est un peu plus chaotique. Mais on allait rechercher la zone et vous voyez ici l'apex. Donc la zone de polarité ici du triangle est recherchée comme objectif. Bon, ici on aurait pu également essayer d'aller rechercher, si on travaille l'Elliott, ceci c'est 3 temps, ceci c'est 3 temps, ici c'est 5 temps. Donc
potentiellement une structure qui est terminée et essayer de retravailler un setup d'achat. Vous voyez qu'ici on a eu une zone avec 1, 2 et 3 tops. Vous aviez ici donc la partie range entre guillemets qui pouvait être travaillée. Vous avez la cassure avec le gap. Vous allez rechercher l'objectif qui correspond à cette zone basse-ci. Là, vous avez le fanion et vous avez la zone qui continue. Oups, mal dessiné. Ici, et puis vous avez le break, et puis vous allez rechercher l'objectif du fanion. Donc, ça offre pas mal de possibilités. Ici, on va travailler donc le diamant. Donc le diamant, c'est cette figure de compression-ci, vous voyez, hein, elle s'élargit et puis elle se compresse. C'est un porte-voix suivi d'un biseau, entre guillemets, d'un triangle. Et généralement, elle est très efficace. Elle donne 80% de réussite lorsque elle se produit sur des zones de résistance ou de support importants. Et vous voyez l'objectif, donc c'est la hauteur du diamant reportée au niveau de la cassure. Ici, vous avez eu un superbe diamant sur Boeing. Il est assez large. Vous avez l'objectif qui se trouve là. À la cassure, vous allez rechercher ici les 100%. Vous avez une augmentation des volumes également ici dans la baisse. Donc ça, c'était un setup magnifique. L'idéal, bon, bah, c'est pas de travailler la cassure non plus ici. Au plus tard, c'est travailler celle-ci, puisque ça fait une zone clairement ici de support, mais c'est de travailler des setups de break ici de zone sur la troisième vague, donc la première, deuxième, troisième ici. Vous avez la même chose, mais sur les creux. Là, j'ai pas de figure. Vous avez ici la tasse avec anse, on en avait une tout à l'heure en termes d'exercice. Donc c'est aussi une figure de continuation, donc vous avez une hausse, on crée ici une ligne de coup, vous avez un long moment, une belle tasse quoi. Et puis ici vous avez une anse, alors parfois la anse peut être plus profonde, parfois elle peut être même pointue, le Dow Jones adore faire une anse pointue, et si elle est trop profonde, c'est ce qu'on appelle un double bottom en Eve et Adam, à la pointe forcément c'est Adam. Et donc vous avez, c'est le même principe hein, qu'un double bottom, sauf que le deuxième est beaucoup plus petit et vous avez donc deux objectifs, la hauteur de la anse et la hauteur de la tasse. Vous en avez une ici, donc c'est le Dow Jones, bah voilà, ce que je vous disais, le Dow Jones adore les tasses ou les anses pointues. Et donc vous avez ça ici. Là, vous avez le premier objectif qui est atteint là et le deuxième objectif qui est atteint ici. Et voici qui clôture cette série donc de 2 vidéos sur les figures chartistes. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, à la partager un maximum. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein d'autres vidéos intéressantes pour ceux qui ont envie d'apprendre les bases du trading et tout ça gratuitement. Et pour ceux qui ont envie de se perfectionner un peu, vous avez la formation, mais qui là est payante, sur l'analyse des vagues d'Elliott. Vous avez également un système de trading complet qui s'appelle le Full King et que je vous invite à aller regarder quelques vidéos de débriefing ou les vidéos de formation qui elles sont gratuites. Par contre, le système, lui, qui a demandé beaucoup de temps de développement, bah, malheureusement il n'est pas gratuit, mais il est en location. Mais ça vous permet de faire pas mal de points. Il y a pas mal d'entrées possibles en cours d'une même journée sur le Dow Jones et en Santic. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous nourrir de la chaîne, à la partager un maximum et à lâcher un maximum de pouces bleus et de commentaires. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt.